Alors, bienvenue au Monde de la course, épisode numéro 5. Cette fois-ci, on reçoit Ariane Raby. Merci d'être venue te déplacer pour ce podcast. Ça fait très plaisir. Et donc, dans le fond, je vais commencer avec la question que j'utilise toujours en premier avec mes invités quand j'ai reçu une première fois. J'aimerais que tu me décrives un peu ton parcours. Puis toi, vraiment, c'est quand même différent de nos autres de nous autres invités qu'on a reçus parce que toi, dans le fond, t'es allé aux États-Unis. Oui. Dans le fond. Mais commence-nous du début. Comment est-ce que tu as eu la piqûre de la course? Oui, ben en fait, je pense que la piqûre de la course vient du fait qu'avant, je jouais au soccer au niveau élite. J'ai fait beaucoup de sports, différents sports quand j'étais jeune, mais le soccer, c'était ce que je préférais. Puis, comme je pense qu'un peu tous les coureurs au secondaire, tu fais les cross-country, puis l'athlétisme. Puis j'avais un professeur d'éducation physique qui voyait que j'avais du potentiel. Fait que j'ai commencé à faire du cross-country en secondaire 4, je pense. Puis tu gagnes, tu te classes, puis tranquillement, tu te fais inciter à faire des vrais entraînements, là, pas juste du soccer durant la semaine. Puis c'est là que j'ai rencontré mon premier coach, José Sant, à Repentigny. Puis à ce moment-là, on se rencontrait plusieurs fois par semaine. Puis je m'entraînais pour le 800-1500 mètres. Puis José, il voyait beaucoup de potentiel dans le sens autant étudier puis combiner l'athlétisme. Puis il voulait qu'on fasse vraiment, je dis on parce que je parle de mon groupe à ce moment-là. On était tous dans la même situation. Il voyait qu'on avait beaucoup de potentiel, autant athlétique que à l'école. Mm-hmm. Puis, c'est là qu'il nous a incités justement à s'inscrire à des bourses universitaires aux États-Unis parce que, là-bas, on avait plus d'opportunités de compétir à un niveau plus élevé. Parce que si on retourne en peut-être 10 ans ou plus en arrière, le niveau au Québec n'était pas assez développé. Pour pousser nos temps, des PB, tu sais, pour faire des standards. Non, c'est ça un peu qu'on jasait au dernier épisode avec Charles Philippe Aduto, il y a comme une année un peu de vache maigre. Fait que c'est ça, c'était un peu là-dedans. Puis là, tu te présentes aux compétitions, tu cours, puis tu gagnes, puis tu t'améliores pas vraiment parce que ça prend ça. T'es toujours celle qui se retrouve en avant dans les pelotons où il faut que tu voyages loin. Puis tu sais, quand t'es jeune, c'est tes parents qui déboursent, t'as pas de travail parce que tu t'entraînes, t'as l'école. Donc il y avait beaucoup d'opportunités, puis je pense que le fait de nous inciter à faire ça, ça nous ouvrait un plus grand window, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Moi, j'avais appliqué à Boston puis en Indiana parce que j'avais un ami qui connaissait un gars dans mon équipe, les contacts, fait que j'ai fonctionné avec ça. Puis j'ai aussi appliqué aux universités québécoises. Puis ce qui est un peu drôle, c'est que dans aucun des programmes au Québec, j'ai été acceptée. Mais j'ai tellement eu un bon score au SAT que j'ai rentré de même aux universités américaines. Mais c'était un programme contingenté? C'était en quoi? Ouais, en kinésiologie. Tu sais, kinésiologie, physio, nutrition. Puis c'était tellement contingenté au Québec qu'ils t'ont pas accepté, puis aux States, ils t'ont accepté. OK. Ouais. Huh. Fait que c'était quand même intéressant, là. J'avais eu un choc, tu sais. Moi, j'avais l'intention de rester au Québec. OK. Puis quand j'ai eu des bourses offertes après ça, je me suis dit pourquoi pas. Moi, je parlais pas anglais à ce moment-là. Fait que je voyais l'opportunité de pratiquer mon anglais, de voyager parce que tu voyages beaucoup pour les compétitions là-bas. Puis j'avais la chance de m'entraîner avec des filles meilleures que moi. Mais il doit y avoir quand même une crainte un peu. Tu dis tu parles pas anglais, puis tu vas aller aux États-Unis, puis t'immerser, t'avais quand même un peu une crainte par rapport à ça, mais t'avais pas trop le choix en même temps? Ou t'es un peu confiant? Je comprenais l'anglais. Je pouvais le lire. De base, mais le parler, au Québec, on parlait pas beaucoup l'anglais. On retourne 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, c'était pas autant que maintenant. Puis même, ça dépend de ton entourage. Exactement. Moi, ma famille est très française, francophone. Fait que oui, j'avais un peu la peur, mais je pense que j'étais confiante du fait que j'étais confiante en moi, là. J'avais le goût, puis j'étais comme excitée à l'idée de partir. Puis au pire, si j'aimais pas ça, tu peux revenir. Fait que là-bas, j'ai été
sur un scholarship pendant 5 ans. Puis je suis rentrée là-bas en faisant du 100-1500 mètres. Une fille qui court pas beaucoup parce que, bon, c'était pas dans mon entraînement, là, c'était plus les sprints. Tu sais, c'était une philosophie d'entraînement complètement différente de celle à José, avec celle avec mon coach universitaire. Fait qu'avant, t'étais plus un peu mid-distance ou plus court? Mid-distance. OK. Ouais, mid-distance max. OK. Ouais. OK, fait que du 1500-800 au max. Ça, c'était max. vraiment ton max, OK. Ouais, les cross-country, c'était comme une pain in the ass là, chaque année. Ah ouais, tu le faisais parce que t'étais obligé. C'est ça, ça faisait partie de l'entraînement. Ouais. Même à l'université, tu sais, je suis rentrée là, puis j'avais en tête, OK, il va falloir que je fasse les cross-country. Puis à l'université, c'est 6 km, c'est pas 5, c'est pas 4, c'est 6. Puis ça, c'était difficile parce que, premièrement, les entraînements universitaires aux États-Unis, le volume est beaucoup plus élevé. Mais le coach là-bas, ma première année, il m'a vraiment adapté. T'sais, il m'a tranquillement augmenté. J'avais jamais une journée de congé par semaine, puis j'en avais une là-bas. Fait que je trouvais ça comme... j'étais en résidence, j'apprenais l'anglais, je faisais mes études. Puis j'étais dans un groupe de filles. Tu sais, j'avais jamais été dans une aussi grosse équipe de ma vie. C'était vraiment le fun. Mais oui, c'est ça, c'est des gros... C'est ça la différence à la NCAA, c'est tellement des grosses équipes, tu compares à ici. Mais comme j'ai souvent entendu... en tout cas, c'est peut-être une rumeur, mais je sais qu'il y a un parti de fondé, mais je sais pas si ça représente toutes les universités et ton expérience aux États-Unis. Mais souvent, on entend dire que la NCAA, t'es un peu un pion. Ouais. Puis ils en ont 20 autres comme toi, puis ils te prennent parce que t'es rapide, mais ils te donnent des entraînements, ouais. t'as musculation, t'as je sais pas combien par semaine, t'as ci. Ouais. Les études, c'est secondaire pour beaucoup d'endroits, puis c'est comme de la survival of the fittest, t'en as une couple t'en as plusieurs qui s'adaptent, mais t'as plusieurs qui se font crumble. Est-ce que c'est ça que tu as vu autour de toi? Est-ce que c'était un peu... Puis tu sais, là, je sais que ça, c'est la version dramatique. Est-ce que c'est un peu ça que tu as eu l'impression? Ben, pas quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, mon coach Helmer, moi, j'ai eu le même coach toutes les années que j'étais là. Avec le même coaching. J'ai pas eu de changement. Fait que on était comme une famille. Tu sais, coach Helmer, là-bas, pour moi, c'était comme un deuxième père. Ouais. Parce qu'il prenait soin de moi. Il m'appelait Frenchie. Juste le fait d'avoir un nickname. Il adorait les Canadiens. Pour lui, c'était comme... On était comme un golden... Like, c'était comme... On venait d'ailleurs. Pierre précieuse. Puis il prenait soin de nous. On était 5 Canadiennes sur l'équipe, un Canadien. Puis c'est sûr que plus les années avançaient, c'est là que j'ai comme commencé à sentir je suis comme un pion ou je suis là pour scorer des points là, tu sais. Ouais. J'avais même pas en tête que je devais scorer des points, je savais même pas ce que ça voulait dire. Au début, les conférences, tu sais, tout ça, on m'a jamais expliqué comment ça fonctionnait le système universitaire. Mais c'est ça, t'étais pas dans ce système-là, toi c'était Vraiment juste pas. tu cours une compétition à la fois, puis t'essaies de faire ton mieux, puis that's it. Ouais. Là, t'es dans une grosse équipe. Puis... C'était ça qui était difficile aussi, le fait d'avoir beaucoup de compétitions à chaque fin de semaine, puis pas juste une course, mais 3-4, puis les relais, puis tu sais, ça... À un moment donné, la première année, t'es comme « Ah, c'est pas pire ». Mais quand ça fait comme plusieurs années que tu fais ça, tu sais, ça s'accumule. Puis c'est là que j'ai commencé à apprécier le cross-country. Parce que le cross-country, t'as pas comme plein de compétitions durant l'année. On en avait peut-être 4 grosses ou 5. Puis souvent, ben, les coureuses qui étaient comme mid-distance, on courait pas toujours. Parce qu'ils voulaient qu'on fasse comme les entraînements. Puis ils nous utilisaient fraîches aux courses parce qu'on scorait mieux de même. OK. Ouais. Il vous sauve un peu plus. Parce que tandis que puis c'est aussi que du 100 mètres, 200 mètres, tu peux en courir 2-3 par journée souvent. Puis un 1500, pas trop, 3000, non. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça c'est intéressant le point que tu amènes d'avoir des compétitions qui suivent une après l'autre. Comme au début, moi, mon expérience, quand j'ai commencé à McGill, j'étais tout excité à chaque fois. Ah, on a une autre compétition, yeah! Je veux y aller. Puis là, ils m'envoyaient pas. Puis là, non, je veux y aller. Puis après les années, là, à un moment donné, tu t'habitues. Puis là, t'es comme, non, je peux-tu skipper celle-là? Je peux-tu? Puis fait que c'est
c'est un peu ça aussi que t'as eu au début. Ouais, je pense que le fait aussi, tu sais, les premières années, tu sais, on voyageait dans des états que j'étais jamais allée. Ah ouais, l'excitation de, hey, je voyage, je m'en vais dans mon hôtel, tu sais, je suis avec ma coéquipière, on fait notre warm-up, tu sais, on est comme structuré. OK, on a la course, mais quand ça commence à être tout le temps ça, ben, puis là, faut que tu manages les études. Mm-hmm. J'avais l'impression que d'être dans un cycle vicieux, tu sais, à un moment donné. La fatigue s'installe, puis ça commence à être lourd, tu sais, comme tu disais, faut que... Il y a certains coachs qui aiment pas, ben pas qui aiment pas que tu focuses trop sur tes études, mais à un moment donné, tu sais, quand tu commences à avoir des mauvaises notes... Non, mais tu sais, t'es là pour étudier. T'es un étudiant athlète. C'est ça souvent qui nous... Étudiant avant, c'est ça, athlète en après. premier. C'était ça un peu la philosophie qu'on avait à McGill. Mais c'est ça, j'ai l'impression... Il y a des universités aux États-Unis, puis je pense beaucoup de programmes, c'était un athlète étudiant. Celle où j'étais, c'était pas le cas. Okay. On avait un coach, Coach Hammer, qui était le head coach de mon équipe. Lui, comme il disait, t'es un étudiant avant d'être un athlète. Puis si t'es pas capable d'être les deux, ben je te veux pas sur mon équipe. Okay. Si t'es pas capable d'être un étudiant avant un athlète, t'as pas une place dans mon équipe. Puis ça peut être autant quelqu'un qui a un scholarship que quelqu'un qui en a pas. Mm-hmm. Fait que pour lui, oui, t'es un pion, remplaçable, mais je pense qu'il voulait avoir une équipe sérieuse puis capable de... Parce que veut pas, en tant qu'équipe, quand la moyenne scolaire de l'équipe est plus haute que d'autres équipes, t'as un prix à la fin de l'année. OK, lui, fait qu'il y a un peu de ça aussi. Okay. Ouais, je pense que lui tenait à avoir le award. Bon, au moins, ça les aide à faire... à essayer de focusser un peu sur ça aussi. Mais, puis on avait beaucoup d'aide. On avait comme des tuteurs. On était bien encadrés. Après, mettons, on courait le matin, on avait nos cours, on avait l'entraînement d'après-midi en équipe. Puis là, après, on avait... les repas en équipe, ceux qui avaient comme le food court inclus. Puis après ça, on avait un gros centre proche du food court où on pouvait faire toutes nos études ensemble. On avait des ordinateurs. T'sais, on avait vraiment toutes les ressources pour réussir. Puis je pense que c'est pour ça que les coachs de mon équipe, à ce moment-là, voyaient que, OK, on te donne toutes les ressources, scholarship ou non, tu as accès à ça. Si t'es prêt d'être un étudiant avant un athlète, ben là, il y a un problème. C'est parce que tu veux pas. Ouais. Mais c'est ça, c'est intéressant. Comme tu dis, tu as toutes les ressources que tu as, puis c'est big là-bas. Tu as des entrevues, tous les journaux locaux, ils parlent toujours de ça. Puis, j'ai l'impression que ça, c'est une grosse différence entre le circuit canadien et le circuit américain. Aux États-Unis, les sports, it's big. Je le vois, là, mettons, je vais à un camp d'entraînement aux États-Unis, puis là, eux, ils sont tellement mindés, puis c'est tellement gros. Des fois, je vois, ils partagent sur Facebook des articles, puis c'est comme... Wow! Oui, puis... ça fait rêver. Tu sais, t'as des athlètes comme nous aussi au Québec. On a des bonnes universités, des belles universités, mais on n'a pas les ressources ou pas les structures, mais les buildings, tu sais, les établissements pour s'entraîner à un niveau plus élevé. Là. Ah, mais c'est clair. Puis des fois, c'est même de base, là, tu sais, comme... je regarde, tu sais, mettons Concordia, eux autres, il faut qu'ils se déplacent, je sais pas trop, comme un endroit vraiment loin pour aller avoir accès à une piste. l'UQAM, même chose, faut ils se déplacent à McGill pour avoir accès à une piste. Tu sais, puis t'as plein d'équipes qui doivent se déplacer ou sinon leur piste est en mauvais état, fait que c'est rough. Tu as juste besoin d'une piste, juste d'avoir ça. Déjà là, c'est pas un acquis ici, tandis que là-bas... Ouais, c'est sûr qu'on peut faire... Tu sais, en tant que coach, je suis pas mal sûre que les coachs ont leur manière de faire durant l'hiver, là, parce que c'est surtout l'hiver qu'on parle. Il faut s'adapter. Il y a une manière de s'entraîner sans une piste, mais ça reste que... Tu sais, trouve un centre où tu peux avoir une salle de récupération ou des tapis, ou tu sais, comme... Puis il faut pas que tu payes. C'est toujours... On a un manque de ressources important, mais ça commence à avancer. On voit qu'il y a des universités qui font leur part, comme l'Université de Laval à Québec. McGill peut-être va être la prochaine. Tu sais, on voit qu'il y a un mouvement qui se crée parce que les athlètes deviennent de mieux en mieux. Ils deviennent de plus en plus élites. Ouais.
Non, c'est sûr. Puis c'est aussi un débat, tu sais, comme de Laval, eux, ils ont ça parce qu'ils font, tu sais, des partenariats avec le privé. Puis ça peut être une bonne chose. Selon moi, je pense souvent ça peut être une bonne chose. Ça t'amène des meilleures infrastructures et tout ça. Mais c'est ça, c'est clair. Moi, personnellement, je voudrais pas quand même que le circuit canadien devienne comme le circuit américain, que c'est trop... À mon avis, de mon point de vue externe, qui l'a jamais vécu, c'est trop... tu sais, t'es juste un athlète, t'es juste un... Tu sais, puis t'es un pion. Puis oui, c'est le fun, tu sais, quand tu vis l'expérience, t'es comme, tu te sens big, mais après ça, t'es comme, OK, puis mes études, j'ai pas trop... j'ai pas trop fait le... OK, c'est fini. De manquer des opportunités. Je pense que le circuit américain est définitivement pas pour tout le monde. Je pense que ceux qui s'en sortent, quand je dis qu'ils s'en sortent, pas gagnants, mais en vie. Un morceau. En un morceau. Parce que souvent, on entend des mauvaises histoires de Canadiens qui reviennent des États-Unis, puis, c'est sûr que c'est pas la même mentalité. Mm-hmm. C'est sûr que c'est différent, mais en même temps, c'est toi qui as signé le contrat de ton scholarship, puis qui est resté toutes ces années-là. Ouais. Je pense qu'il faut le voir d'un côté positif, le plus possible, tu sais, toutes les choses que tu as eues, mais c'est certain que c'est des avantages, là, tu sais, autant en restant ici, tu as des bons avantages, puis tu as des avantages, tu sais. C'est juste qu'est-ce qu'il te faut, toi, pour devenir le meilleur étudiant, la meilleure personne, puis le meilleur athlète. Non, c'est sûr, on est chanceux au Canada parce que nous, vraiment, puis au Québec surtout, parce que nous, on a l'option, tu sais, je peux rester au Québec puis payer, tu sais, 2000$ par session ou de quoi. Puis, tu sais, puis je vais focusser quand même étudiant, mais, tu sais, moi, j'ai pas de regrets. J'ai quand même bien aimé le circuit universitaire canadien. Puis surtout du fait que c'est ça, t'as pas trop cette pression-là que j'ai l'impression qui doit être tellement dur à porter pour un moment que t'as tellement de pression. Quand t'es à l'université, là, t'as les travaux, t'as tout ça qui t'apporte déjà un fardeau de pression. Puis là, il faut que t'oublies ça à la compétition. Puis que, tu sais, moi souvent j'étais à la compétition, puis là j'étais en train d'étudier, mais là j'étais comme pas capable d'étudier. T'avais-tu ça un peu, toi aussi? Moi j'avais ma propre règle. Avant compétition, je faisais jamais de devoirs. J'étais pas capable. C'était non productif. Puis ça me causait du stress, de l'anxiété. Fait que souvent, ce que je faisais, c'est que tu crées ton horaire. Moi, je faisais tout avant de partir ou je en gardais un peu sur l'autobus pour le retour. Mais t'es fatigué. Fait que tu fais des devoirs fatigués. La vie étudiante, t'es tout le temps fatigué. Mais encore là, tu sais, t'as peu de sommeil. En tout cas, c'est un cercle vicieux. Vraiment, là. Mais c'est ça, tu sais. C'était des bonnes années. Si j'y repense en revenant en arrière, j'aurais fait plein de choses différentes. J'aurais fait des choix différents. Mais en même temps, ces choix-là, maintenant, j'ai fait, tu sais, Mais comme quoi, quel choix différent? Dormir plus. Tu sais, à l'université... Au lieu d'étudier, de passer une nuit blanche. C'est ça, je prenais pas ça au sérieux, le sommeil. Mais je pense que ça m'aurait tellement aidé, surtout au niveau... Tu sais, j'étais souvent blessée à l'université à cause du volume d'entraînement. Puis, tu sais, maintenant, je me rends compte que mon sommeil, c'est vraiment ça ma récupération. Tu sais, maintenant, je travaille quasiment temps plein. Puis, je m'entraîne temps plein. Fait que le sommeil, c'est ma clé. Tu sais, je peux pas faire un 5 heures de sommeil puis espérer après ça me lever à 5h30, 6h pour aller faire un autre run puis espérer de pas être blessé durant l'année. Mais c'est très intéressant parce que c'est souvent, les gens, on fait pas le lien, tu sais, avec le sommeil. On se dit, si je suis blessé, c'est parce que j'ai pas fait mon entraînement correctement. Tu sais, j'aurais dû faire tel entraînement au lieu de tel entraînement. J'aurais peut-être dû réduire mon volume. J'aurais dû me masser plus. J'aurais dû faire plus d'étirements. J'aurais dû faire... C'est ça. Nomme-les. C'est ça. Alors que tu regardes la recherche maintenant qui sort de plus en plus. Puis c'est quoi c'est une corrélation. C'est pas nécessairement une causation. Mais en tout cas, on voit la corrélation qui est la plus forte, la plus claire. C'est sommeil et blessure. En fait, c'est négatif. Donc, plus tu as de sommeil, moins tu te blesses. Puis, c'est ça. Moi aussi, je suis dans la même philosophie que toi que le sommeil. Puis, quand tu es étudiant, dans ta tête, c'est juste faut que j'aie mes bonnes notes. C'est ça, tu as tes priorités. Tu essaies de balancer. Il y a des étudiants qui ont un chum ou une blonde qui doivent travailler un certain nombre d'heures. Puis là, tu t'entraînes. Puis là, tu essaies de mettre
des priorités ou toutes les priorités dans un même bol, t'essaies de t'en sortir vivant, puis là, tu coupes le sommeil. Oui, t'essaies de tout faire, puis c'est ça, un moment donné, tu réalises, ben, je peux pas tout faire, je peux pas... Regarde, au pire, puis j'aurai un peu moins bonne note ici, ou je vais moins voir tel ami, ou moins sortir, mais c'est ça, j'ai l'impression que plus tu progresses, plus tu réalises ça un peu, puis plus tu vois l'importance du sommeil. Moi, je l'aime beaucoup, mon sommeil, moi aussi. Mais oui, très intéressant. Puis y aurait-tu d'autres choses à part le sommeil qui t'auraient changé? Ben, la nutrition. Je pense qu'on en parle, c'est un sujet aussi, là, la nutrition, peut-être plus que le sommeil même. Maintenant, il y a plein de sortes de types de philosophie de nutrition. Il y a des gens qui sont végétariens, vegan, paléo, je parle paléo, keto, toutes les philosophies. Puis, ben moi, mon mari, c'est un végétarien. OK! Fait que quand... High five virtuel. Ouais, c'est ça. Fait que quand on a commencé notre relation, ben... lui avait changé sa nutrition pour moi. Je mangeais de la viande pour toi. Oh, tabarouette! Ça, c'est un commitment! Mais il m'avait pas dit qu'il était végétarien à ce moment-là. OK, wow! Fait que c'était un gros commitment pour lui, sans que je le sache. Puis à un moment donné, ben, quand tu manges au restaurant, puis tu vois qu'il prend tout le temps l'option végé, t'es comme « Ah, ben, tu veux pas un burger comme moi? » Fait que c'est à ce moment-là qu'après 2 ans... 2 ans? Ouais! John, t'es bon. Tabarouette! Ouais, que là, j'ai comme fait, OK, ben, je pense que t'es végétarien. Oui, la révélation de l'année. À ceux qui disent que les végétariens et les vegans, ils le disent toujours en premier, on a un exemple, un exemple qui prouve le contraire. Qui détruit le stéréotype. 2 ans, wow! Fait que, après ça, c'est moi qui ai switché. Moi, j'avais aucun problème ben, en fait, j'étais pas végétarienne complètement, mais... tu sais, à un moment donné, tu cuisines, puis tu te rends compte que la viande est moins présente dans tes repas. Puis il y a tellement d'alternatives au niveau de la protéine que t'es comme... ben, tu sais, moi, je mange tellement varié à chaque jour que à un moment donné, je ne voyais plus, je mettais la viande dans mes repas. Ben, protéines animales. Fait que à ce moment-là, ben, après 2 ans de ça, j'ai commencé à faire de l'anémie l'année passée. Oh! Fait que pour moi, tu sais, puis pourtant, toutes mes autres vitamines, minéraux, tu sais, quand tout tu le fais reste des prises est correct. Ouais, tout le reste est correct, B12, nomme-les. Fait que moi, je me suis rendu compte que le végétarisme, pour moi, c'était pas adapté pour le type d'effort que je faisais, le style de vie que je menais. Ouais. Fait que c'est l'année passée que j'ai rechangé. Fait que tu remanges un peu de viande rouge? Ouais, tous les jours. OK. Ouais, moi, je mange pas de porc, c'est la seule chose que je mange pas. Puis, je vois en fait que j'ai plus d'énergie en faisant ça. Ben, c'est clair que quand t'es en situation d'anémie, ça, c'est clair. Là, je trouve que mon poids, il est plus stable. Ouais. Je perds pas de poids maintenant, tu sais, je stabilise un poids précis. Ouais. Puis je pense que ça, je le vois comme une récupération, tu sais, évidemment, avant, tu sais, pré- et post-training. Ben c'est ça, tu peux pas rester tout le temps ton racing weight parce que tu vas te briser, là. C'est ça. Ouais. Puis c'est justement en 2017 que je me suis vraiment blessée, puis ça m'a pris du temps à revenir, à retrouver, tu sais, l'effort, tu sais, comme pousser, avoir l'effort durant mes entraînements parce que j'avais tellement une baisse d'énergie. Je mangeais différemment. Fait que je pense que la nutrition, tu sais, pour moi, la nutrition fait partie... C'est un facteur, là. C'est comme le sommeil. Mais c'est clair, c'est ça. C'est quand tu as un facteur limitant comme l'anémie, tu sais, c'est... Ah ouais. Puis j'avais un ami qui me racontait, c'est ça. J'avais un ami que un moment donné, après 2-3 ans, il s'est fait faire une prise de sang, puis c'est ça, il avait pas assez de fer. Ouais. Fait que là, il a pris, je pense qu'il a pris des pilules de fer ou quelque chose, puis là, ça a remonté, puis là, il a sorti un gros temps, là, cette année, il y a quelques jours. C'est miraculeux, honnêtement. Oups! Honnêtement, je pensais jamais faire de l'anémie de ma vie. Ouais. Puis j'en avais jamais fait. Ouais. Fait que le fait de... Absolument, je fais ma prise de sang à chaque année. Mais j'avais sauté une année. Ouais. Fait que le fait d'avoir sauté une année... en plus. C'est ça, ouais. Non, c'est intéressant. T'as la même histoire qu'Amel, mais aussi, elle avait été végétarienne pendant un bon bout. Ouais. Un peu plus longtemps, je pense.
Puis c'est ça, à un moment donné, elle faisait des prises de temps. Puis je pense pas qu'elle faisait d'anémie, mais je pense quand même c'est ça. Puis c'était plus à la tendance vers le bas. Fait que là, elle s'est remise à manger de la viande rouge de temps à autre. Puis là, elle va bien. Fait que là, ben, tu veux pas... tu veux pas mettre ta santé en danger pour ça, tu sais. Puis c'est un peu normal. Si ça fonctionne pas pour toi, ça fonctionne pas. C'est ça, regarde. Puis c'est ça, moi aussi, je faisais pas d'anémie, mais j'avais vu que mon fer était comme, je pense, quelque chose de 25, fait un peu plus bas. Là, j'ai commencé les pilules de fer, puis là, je pense que ça a reboosté vers le haut. Mais pour les femmes, tu sais... Mais c'est pour les femmes, c'est ça. Pour les hommes, c'est un peu différent. Les femmes, ils ont leur cycle menstruel. Fait que le fait d'avoir une perte à quelque part de sang, ben ça doit être encore plus un gros facteur pour les femmes, là, je sais pas. Là. Non, c'est pour ça qu'ils font toujours très attention... comme quand surtout les jeunes étudiantes, là, elles sont pas habituées, là, les menstruations arrivent, puis là, puis en plus, les végétariennes, en tout cas, je connais pas les ratios, mais souvent on associe ça plus aux jeunes femmes ou aux femmes en général. Je pense qu'il y en a de plus en plus des végétariennes, des véganes maintenant. Ouais. Puis c'est ça, puis il faut surveiller ça. C'est bien de le faire. Moi, je le supporte d'ailleurs, je le suis. Mais c'est ça, c'est important aussi de penser à sa santé puis de faire les tests pour. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus éduqués puis ils commencent à réaliser, OK, si je fais un changement, j'aurais peut-être m'assurer de ça, surtout quand tu es dans la population à risque. Oui, mais comme tu parlais de la supplémentation, ça, c'est une autre chose que avant, je prenais pas. Puis je pense que peut-être depuis l'année passée ou 2017, je me souviens pas, c'est là que j'ai commencé à ajouter des suppléments comme des pas de protéines là, mais c'est pas moi, mais c'est mon coloc. Mais mon coloc, des choses comme des choses comme ça, des President's peut-être Choice. pas juste peut-être pas celle-là exactement là, mais comme des choses dans mon eau, maintenant je rajoute des électrolytes, je rajoute le matcha de Chronobar aux betteraves. Je vais mettre par exemple je vais prendre un verre de lait pour post-récupération, le chocolat. Nutriments. Des choses que j'ai commencé à ajouter plus en plus parce que j'ai besoin de cette énergie-là ou de ces nutriments-là. Fait que ça, c'est un autre facteur. Ouais. Non, définitivement, c'est important la nutrition. Puis c'est ça, puis quand t'es bien occupé, quand t'es étudiant, ben là, t'arrives chez toi, tu fais des ramen parce que là, il faut que t'ailles étudier, t'as pas le temps. Des ramen. Ou tu sais, moi et mon coloc, on est bien fort là-dessus. Aussi, on fait des... Non, mais c'est juste des fois. Mais... c'est ça, t'essaies... Comme tu parles, t'essaies de faire quelque chose, des repas rapides. Puis quand je faisais ma maîtrise, j'ai commencé en 2016 à 2018. J'étais là-dedans, peut-être pas des ramen, là, mais j'étais là-dedans aussi, des choses rapides que tu essaies de... Tu finis une run, puis là, il faut que tu manges rapidement parce que tu as un cours. C'est ça, où tu dois étudier. Puis maintenant, en ayant un job à temps plein, j'ai appris à faire des meal prep. Préparation de repas. Préparation de repas. Des congelés ou passer mon dimanche à faire au moins des plats pour les premiers jours de la semaine. Puis ça, c'est des choses que, meal prep, je sais pas d'où ça sort, mais c'est des choses que j'aurais voulu avoir quand j'étais à l'université. Juste de savoir d'avoir la pensée que, OK, je peux faire toute ma préparation de semaine pour sauver du temps quand j'arrive après l'entraînement le soir, puis je dois étudier, puis tout faire ces choses-là. On dirait que quand tu es à l'université, tu n'as pas les notions... En tout cas, quand j'étais à l'université, j'avais pas la notion de tous les trucs que je peux intégrer pour gagner du temps. Oui, parce que tu n'as pas le temps d'y penser. Parce que tu pas le temps d'y penser souvent, c'est ça. Mais non, définitivement, puis tu y penses pas, tu te dis, ben là, je vais passer mon dimanche à faire ça, ben là, mais souvent le dimanche, tu vas pas faire tant de productif, fait que là, au moins tu fais ça, puis là, c'est réglé, puis paf, t'arrives chez vous, t'as faim, ben, c'est prêt. Tu vas pas aller vers l'option facile des ramen ou whatever. Puis c'est ça. Ouais, non, je trouve que moi aussi, c'est d'avoir... Mais là, moi, j'ai développé des repas quand même rapides, mais relativement santé, tu sais, avec des pâtes, du tofu, des légumes congelés, tu mets ça, puis baf, tant que t'as toutes les choses en même temps. C'est ça, c'est prêt en 20 minutes, mais tu sais, c'est ça, souvent, tu sais, t'arrives, t'as faim ou t'as soif, puis... Ouais, c'est ça. Tu sombres vers le côté obscur de la bouffe. Je me sais pas d'où ça venait, le fait qu'on est allé vers la nutrition, le sommeil.
C'est des trucs que tu aurais changés. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, les trucs que j'aurais changés dans le passé. Mais quand j'ai fini, je pense que quand j'ai fini l'université en 2014, quand j'ai gradué, c'est un peu à ce moment-là que on parlait tantôt là, les désavantages du circuit NCAA, que j'avais une écarantite complète de la course à pied. Peut-être parce que j'avais pas assez récupéré pendant ces 5 années-là, je sais pas. Mais en 2014, c'est à ce moment-là que j'avais décidé d'arrêter de courir. J'avais arrêté de courir pendant 3 mois. Puis je pense que c'est à une compétition, j'ai rencontré Claude David, coach de Vaudreuil-Dorion. Puis on parlait, puis j'étais là, je pense, pour ma sœur, où je faisais une course, je me souviens pas. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de peut-être commencer à faire de la course sur route. Puis ça a pris comme 1 an complet avant que je me décide vraiment, fait que peut-être 2014-2015, à faire des 5 et 10 km. Puis je trouvais ça pas mal plus amusant de courir en ligne droite sur une route que faire toujours des tours de piste. Non, parle-moi-en. J'ai la même chose. Au début, t'es excité. Comme moi, c'est un peu drôle, j'ai fait la route, puis après ça, j'ai fait... Je faisais beaucoup de courses sur route avant. Là, j'ai fait cross-country, athlétisme, puis là, j'étais comme, c'est le fun, je vais tellement vite. Variant, tu vas tellement vite sur les tours. Mais là, je vais pas te mentir, ça, rendu à 4e, surtout 5e année, de faire des tours, c'est comme... Je vais vite, mais je vais à la même vitesse que j'allais l'année passée ou un peu plus vite, puis ça devient plate. Puis là, c'est ça, la course sur route, ça t'offre d'autres choses, t'as des foules, puis... Ouais, c'est ça, t'as comme une autre sorte de communauté. Les gens, il y a des gens qui courent, puis ils ont leur crowd qui vient les supporter. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette crowd-là est pas après toi pendant plusieurs tours de lap. Elle est... tu l'entends, puis là, tu t'en vas, tu les dépasses. Puis tu changes de décor aussi. C'est ça, c'est plus varié. C'est ça, je pense que c'est la variance du fait de... Tu sais, oui, la distance était beaucoup plus longue, mais à ce moment-là, je pensais même pas être compétitive. Je me voyais juste comme avoir du plaisir à faire la distance, puis être fit. Tu sais, je m'entraînais pour le fun, c'est ça. Puis je pense qu'après 1 an, le côté compétitif que j'avais quand je compétinais sur piste, c'est comme, je pense qu'il se développait de plus en plus. Puis, le fait de se faire battre dans une course, c'était plus le fun. Fait que j'ai commencé à m'entraîner moi-même. Tu sais, je regardais un peu sur Internet. Je parlais aux gens pour savoir quelle sorte d'entraînement qu'ils faisaient. Puis, après 1 an de tout ça, je me suis dit, je pense que je suis prête à remettre mes suites de compétition, puis de pousser un peu, là. Fait que j'ai demandé à Claude David s'il voulait m'entraîner pour... je pense que les courses de route que je voulais faire, c'était 5 puis 10 à ce moment-là. On était rendu en 2015-2016. Puis je pense que j'avais demandé de faire un demi-marathon d'Ottawa. Ça va être la première course que je vais faire. Puis après ça, j'ai juste comme tranquillement eu le désir de faire un marathon. Je sais pas d'où ça sort, mais ma mère m'en parlait. J'avais juste le goût d'essayer, de voir si j'allais réussir ou juste marcher dans le marathon. Je pense que c'est le désir comme d'aller chercher ta limite. De te surpasser. De me surpasser qui m'attirait. Le fait que j'avais jamais fait la distance. Puis je savais même pas comment j'allais faire. C'était comme l'excitement de ça. D'essayer quelque chose de complètement nouveau. Tu sais, t'as déjà fait des demi-marathons en entraînement, sûrement, tu sais. Ou proche, là, tu sais. Puis là, tu fais des demi, puis là, c'est comme, OK. Tu sais, je me souviens encore, mettons, quand je m'entraînais les longues sorties, la première fois que j'ai fait un 20 km ou 25, quand je suis allée en haut de 25, je capotais. Je pensais jamais que j'allais être capable de courir aussi longtemps. Parce qu'à l'université, les longues sorties, moi j'avais comme 15-16 km. J'allais jamais vraiment en haut de ça. Vous doubliez, vous faisiez le matin et l'après-midi. Mais jamais à l'université, je suis allée en haut de... Je pense que j'avais jamais couru en haut de 18 km. Fait que quand t'as cette longue sortie-là de 20-25, t'es comme, wow, je peux courir aussi longtemps. C'était comme, j'étais comme fière, juste dans mon entraînement. Puis tranquillement, tu sais, veux pas, tu gagnes des courses, tu te places sur le podium.
tu vois tes temps se baisser. Fait que là, t'as comme l'excitement qui build up. Ouais. Puis avec Claude, ben c'est ça, on avait comme plusieurs projets, plusieurs courses comme tout le monde, là, comme toi. Ouais, mais c'est un peu le marathon qui est venu t'es venu te chercher. C'est comme, tu sais, on dirait c'est ça c'est pour ça que il y a tellement de monde qui court après. T'as juste un peu un hype autour de ça, puis t'as le monde qui sont comme, ben là, est-ce que je suis capable de faire autant? Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a autant de monde qui sont attirés par cette distance ou par la course. Puis c'est ça, on dirait, toi aussi, ben moi je vais pas te mentir, c'est la même chose exactement. Moi, c'était au cégep. C'est ça, après une année de cégep, ma deuxième année, je voulais faire un marathon. J'avais 18 ans, je voulais le faire. J'ai fait le marathon de Montréal. J'ai fait 3h05, pas rien de incroyable, mais tu sais, j'étais bien content, là. Puis t'as juste envie de le faire. T'as le goût de baisser ton temps, ben, quand t'en fais un, t'as le goût de, peu importe le parcours ou la course que tu fais du marathon, t'as le goût de baisser ton temps parce que malgré que c'est 42,2 km, on dirait que tu le sais que tu peux te baisser de quelques secondes ou une minute ou deux. Puis aussi, initialement, tu veux juste dire « je l'ai fait ». Ouais, ben beaucoup de gens dans notre communauté... Initialement, c'était ça pour moi. Là. Je veux dire, j'ai fait un marathon. Ouais. Tu sais, les gens, je pense que quand je faisais de la piste, souvent la première question que les gens avaient, c'est « Tu fais-tu des marathons? » Parce que c'est la seule course. Toujours. La course, c'est le marathon. C'est ça, marathon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. C'est toutes les distances, le marathon. C'est ça. Un marathon de 5 km. 5 km. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est comme ça que j'ai entendu parler du marathon, là, les premières fois. À Repentigny, les gens me criaient Cour Forest. Ouais. Mais ouais, non, le marathon, l'idée du marathon partait beaucoup de ma mère qui en a couru quand elle était jeune. Claude, il m'en avait jamais parlé. Il disait, tu sais, si tu veux, tu me le diras, mais je te pousse pas. Ça a jamais été un plan, mais plus comme une distance à parcourir. Ouais, puis c'est ça. Mais c'est intéressant parce que là, tu disais, t'as eu comme un creux de motivation, t'as été tanné un moment donné. Ouais. Puis là, t'as pris un 3 mois off, t'avais juste plus de motivation. Ouais, ben j'étais aussi blessée, là, j'avais oublié de mentionner le détail, ça aussi, ça aide à voir le creux. J'ai terminé mon circuit universitaire avec des métatarses, le pied brisé. OK, fait que tu fais pas tant exception à la règle de... Ils reviennent en quelques morceaux. C'est ça, tu sais, j'avais tellement eu de blessures à l'université que je pense que le dégoût, tu sais, comme de la piste, les spikes, j'étais plus capable. Tu sais, à un moment donné, t'as la pression, tu sais, de faire des standards, puis c'était plus intéressant. Ouais, t'es juste tanné, tu fais... Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose, tu sais. Non. De prendre un... Tu sais, t'arrêtes, tu laisses le temps à ton corps de revenir. Ouais. Puis tu laisses aussi le temps de chercher pourquoi tu faisais ça en premier lieu, tu sais. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se mettent beaucoup de pression, puis c'est normal. Je pense que la plupart des gens oublient pourquoi ils courent ou, par exemple, je sais pas, tu sais, c'est quoi leur objectif. Ouais. Ouais, puis c'est ça, souvent, moi, j'ai eu ce sentiment-là un peu, tu sais, j'ai jamais été blessé longtemps, mais... tu sais, des fois, juste quelques instants, puis une semaine ou quoi, que je peux pas m'entraîner. Puis là, à ce moment-là, j'étais comme, là, j'ai un autre entraînement, là. Puis là, j'ai ça, puis là, je peux pas aller à l'entraînement. Puis là, je fais, oh, OK, là, je fais quoi, là? Tu sais? Ouais, mais je pense que quand j'étais vraiment tannée, c'est drôle parce que j'avais pas ce sentiment-là. Je me disais, je vais juste pas m'entraîner aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui devient comme une semaine. Ouais. Puis après ça, la semaine devient 2, 3, 1 mois. Puis à un moment donné, t'es comme... Ben, tu travailles, fait que t'as tes heures qui sont occupées, mais le fait... Tu sais, pendant toutes ces années-là où je me suis entraînée, moi, j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Tu sais, je jouais au soccer, après ça, de l'athlétisme. J'ai jamais eu de break, à part peut-être quand j'avais des petites blessures. Mais le fait de prendre vraiment un 3 mois, je sais pas si c'était 3 mois exact, mais de prendre tout ce temps-là juste pour vivre un autre style de vie, savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie que d'être un athlète. Ben c'est ça. Souvent, t'es tellement immersé, c'est toi, là. C'est une identité. C'est ça, ben...
Je pense que... Puis mon coach, c'est drôle, mon coach à l'université, je me souviens, on avait un gros meeting, c'était un après-midi, il était fâché. Il devait tout nous parler de quelque chose d'important. Puis il avait commencé son speech du fait que, probablement parce qu'il y avait des gens sur l'équipe qui n'avaient pas des bonnes notes, puis il voulait amener quelque chose, l'attention. Mais il avait commencé son speech sur l'identité d'athlète. Ouais. Puis c'est là qu'il avait dit, vous n'êtes pas juste des athlètes à longueur de la journée. C'est pas parce que tu as un entraînement le matin puis un entraînement l'après-midi que ton identité t'est affichée à être athlète. Quand tu rencontres des gens, pourquoi tu te présentes comme je suis un athlète? Parce que tu es fier, mais c'est pas ton identité. Ton identité, c'est Ariane. Je suis Ariane, j'ai tel âge. Être un athlète, c'est comme quasiment comme une qualité. Puis le fait qu'il ait introduit cette façon-là de comment nous voir, tu sais, oui, on vous nomme étudiant athlète, mais c'est pas votre identité. C'est vous qui l'avez créé, votre identité. Puis je pense que le fait d'avoir eu ce 3 mois-là de... OK, tu sais, je vais arrêter de penser que je suis une athlète. Tu sais, j'ai étudié, j'ai d'autres choses dans ma vie. Puis le fait d'avoir fait d'autres choses, on dirait que maintenant, tu sais, je me présente pas à mes amis, je suis une athlète, là, tu sais. Je suis Ariane, je suis ton amie, puis oui, je sors des fois le soir, je vais me prendre un verre, puis ça va pas changer le fait que je m'entraîne à temps plein, puis que j'ai des standards, que je fais des standards élites, tu sais, c'est... Les gens, pas parce que tu t'entraînes à temps plein que t'es juste un athlète. Mais c'est sûr que tu veux pas que ça devienne maladif, comme c'est le cas pour tellement de personnes que une fois que leur carrière universitaire se termine et ils perdent leur identité. Ben, ils pensent que c'est la seule identité qu'ils ont parce qu'ils n'ont jamais découvert... Mais c'est leur identité, c'est ça. Ben, à un certain point, quand tu... Ça fait tellement... Quand tu penses juste à ça puis que tu te vois comme juste ça devient ton identité. C'est ça le problème. C'est que les gens, que c'est leur travail... par exemple, Charles, que tu as interviewé, c'est son travail. C'est pas juste son... Tu sais, comme quelqu'un... Je prends un exemple de quelqu'un qui fait juste travailler dans un bureau. Son identité, c'est pas un travail au bureau. Tu sais, c'est pas juste ça qu'il fait. Dans sa vie, il va avoir des enfants et une femme. Tu sais, si tu t'affiches juste sur le fait que tu fais juste une chose dans ta vie, parce que ton focus, une quantité d'heures est juste sur ça, ben quand tu arrêtes de le faire, tu as une dépression, ton monde s'écroule parce que, comme tu dis, tu t'es créé une identité que c'était ça, toi. Mais je pense que ça, c'est un problème que les athlètes ont beaucoup parce qu'ils n'essaient pas d'explorer d'autres sphères d'eux-mêmes qui ont très bien en eux, mais qui n'ont jamais essayé de découvrir. Non, c'est sûr. Souvent ça devient tellement toi que tu oublies que tu es un humain. À un certain point, tu oublies que oui, je suis ça, mais j'ai aussi mes amis, j'ai aussi ça. Mais c'est sûr que c'est facile de comprendre comment, surtout dans le circuit NCAA, quand tout tourne autour de ça, quand tous tes amis font ça, quand ou quand tu deviens athlète professionnel, tu sais. Oui, puis c'est ça. T'as peur d'explorer d'autres sphères de ta vie, probablement parce que, bon, c'est ton travail de courir, mais c'est un plaisir avant tout. C'est pour ça que tu le fais à chaque jour. Mais en même temps, si comme je dis, si t'essaies pas de focusser sur d'autres choses, parce qu'une vie d'athlète, c'est pas pendant jusqu'à l'âge de 50 ans. Là. Tu sais, c'est que tu vas perdre les autres qualités, les autres sphères que tu as peut-être. Tu regardes les athlètes, moi je suis beaucoup... prends Mélanie, c'est un bon exemple québécois. Mélanie, c'est une infirmière clinicienne. Elle travaille quand même proche de temps plein. Puis elle fait 2,34 au marathon. Elle a d'autres très bons temps à d'autres distances. Mais tu prends quelqu'un comme elle, puis tu compares quelqu'un qui est professionnel, qui fait peut-être un peu plus rapide, ou même pas aussi rapide, mais qui fait juste s'entraîner. Tu sais, moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste que la personne qui fait juste s'entraîner a juste ça comme aspect dans sa vie. Non, mais c'est ça, c'est important aussi d'être capable de voir autre chose, puis c'est sûr que c'est dur quand c'est ta profession, mettons comme Charles Fulbert. C'est pour ça que lui, quand il s'est blessé, il fallait qu'il aille voir un psychologue, comme il disait, il y a quelque chose. C'est clair que t'es perdu quand c'est
quand c'est ta profession, puis souvent c'est ça, quand tu t'introduis à quelqu'un, tu dis, la première question, souvent, ou quand tu veux faire conversation, c'est ça, tu vas demander, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ça. Puis, tu sais, fait qu'on se définit tellement par ça, fait que c'est sûr que... On se définit par quoi on excelle. Ouais, oui, puis tu sais, c'est normal. Ouais. Mais c'est ça, faut apprendre à prendre du recul, puis regarder, ok, j'ai aussi d'autres qualités, j'ai aussi d'autres intérêts dans la vie. Comme moi, j'aime ça faire des podcasts. Exactement, un autre aspect. C'est ça que je trouve intéressant. Mais moi, ce qui me passionne, je trouve ça super beau de voir Mélanie exceller. C'est un exemple, tu sais, l'année passée, elle faisait 2,39. Moi, j'ai fait 2,39 l'année passée. Ouais. Mais ça prouve que quand tu mets tes efforts aux priorités que tu te fixes, aux objectifs que tu as, dans les aspects, dans les sphères de ta vie que tu priorises, ben tu peux autant réussir qu'un athlète professionnel. Peut-être pas autant, tu sais, au niveau olympique, mais ça reste que peut-être que si, oui, elle travaillait moins puis elle pouvait comme plus se reposer, peut-être qu'elle serait encore plus rapide, on sait pas. Mais c'est intéressant de voir que c'est possible d'avoir autant un étudiant athlète devenir olympien parce que, bon, il étudie en même temps. Étudier, c'est comme un travail. Ouais. Mais c'est le fun de voir aussi quelqu'un qui travaille quasiment à temps plein, qui s'entraîne quasiment à temps plein, qui peut aller aux Jeux olympiques. Oui. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même une limite. Que, tu sais, moi, je pense pas que tu peux... Je doute que tu puisses aller aux Jeux olympiques si tu travailles 40 heures semaine. Non, si, ça. Je pense que ça serait super difficile. Là. C'est ça, à moins que ce soit une discipline vraiment niche. Là. Mettons comme la snowboardeuse qui avait réussi, elle avait fait plein de compétitions, comme qui avait aucune compétition, puis là, pas d'autres compétiteurs de bon niveau, puis là, elle avait juste été sur les ramps. En tout cas, ça avait fait les nouvelles comme quoi elle était complètement pourrite, mais elle avait réussi à trouver une faille. Mais c'est ça, à part ça, ou à part des endroits, des disciplines qui sont très niches, je pense pas que tu peux t'en sortir si tu travailles 40 heures semaine. Non. Fait qu'il y a quand même ça. Je pense qu'il y a un certain nombre d'heures auxquelles tu peux travailler, mais exceller quand même, tu sais, comme dans les deux sphères. C'est ça, je pense quand même que c'est ça, la balance peut aider. Puis souvent, tu sais, des fois, ça peut même, c'est ça, t'aider plus, tu sais, comme si tu focuses juste sur ça, puis là, tu penses juste à ça, puis là, t'es pas capable de t'arrêter parce que, tu sais, c'est ta job. Tu sais, c'est ta job, puis là, mettons, tu vas te faire dire, non, tu devrais peut-être réduire ton volume, mais là, tu sais, t'as rien d'autre à faire. Oui, c'est ça. Mais non, je vais pas réduire mon volume, j'ai le temps de courir. Fait que là, tu vas courir. Je vois tellement la différence parce que j'ai travaillé je travaillais à 45 heures par semaine, même des fois plus en overtime, au début de l'année 2018. Puis j'ai eu vraiment une année difficile, j'excellais pas. Fait que je pense que le fait de réduire le nombre d'heures, tu sais, je vois la différence. Puis de ce qu'on parlait aussi. Mais quand je sors du bureau, puis tu sais, j'ai hâte d'aller courir. J'ai tellement, tu sais, j'ai hâte d'être dehors. T'as plus de plaisir qu'il fasse même. froid, qu'il fasse chaud. Ouais. J'ai tellement plus de plaisir que je serais à rester chez nous, à rien faire ou à regarder la TV, parce qu'il faut que je me repose avant tu sais, là, j'étais assise à mon ordinateur, je dois faire de l'analyse, whatever. Puis je regarde l'heure, puis je suis comme, OK, non. J'arrête tout ça, je m'en vais courir ou je m'en vais faire mon training le matin avant d'aller travailler. Puis j'arrive tellement comme plus focus. Tu sais, que chaque chose est mieux, je trouve. En tout cas, pour moi, quand je balance dans ma journée, ça fonctionne. Oui, non, puis c'est définitivement, je pense que cet équilibre-là peut... Tu sais, on a l'impression toujours c'est tu donnes plus à un ou tu donnes plus à l'autre, mais il peut y avoir une certaine symbiose que tu peux même avoir plus en ayant un peu de l'autre. Mais c'est sûr, c'est ça. Moi une personne qui m'a quand même influencé quand je suis allé voir Alain Bordelot qui donnait une petite conférence, lui disait, je me présentais, lui il avait aussi un bac en éducation, me semble, mais il disait pas, il se présentait pas comme professeur, il se présentait, il me disait je suis coureur, tu sais. Fait qu'il y a quand même un peu de ça. Moi, j'adhère un peu à ça dans le sens qu'il faut qu'à un certain point que ça prenne une grosse partie de ton identité si tu veux atteindre les plus gros niveaux. Si tu veux atteindre des records québécois, atteindre les Olympiques, des choses comme ça. Mais c'est ça, je pense pas qu'il faut que tu vires fou avec ça puis que ça devienne ta seule
identité, que ton identité soit ça. Ton identité est en une grande partie ça, mais t'as aussi d'autres choses. Ouais. Du moins, c'est la façon que moi je verrais ça. Ouais, définitivement. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, là, tu t'es intéressé par le marathon, puis tu t'es entraîné. Puis dans le fond, ça me mène un peu à une question qu'on avait de Anthony Franchini. Fait que je vais juste l'incorporer là pour comme ça, il va avoir son name drop. Donc, dans le fond, on voit souvent ça comme progression des middle distance, du monde qui font du demi-fond comme du 1500, du 800, comme toi, qui vont aller graduellement, qui vont monter en distance jusqu'aux 10 km, demi-marathon, puis des fois même marathon, mais tu sais, c'est quand même une grosse différence. Fait qu'il veut savoir, dans le fond, est-ce que c'était... Comment c'est fait, là, justement, ça avait l'air un peu naturel pour toi, mais c'est ça, comment c'était... puis, comment est-ce que c'était? Ben, naturel, je pense que j'utiliserais pas tant? Ok. Je pense qu'il a fallu que... définitivement, la motivation pour aller faire des longues sorties, je devais m'auto-motiver, parce que des fois, ça me tentait pas. Tu sais, veux pas l'anxiété de OK, il faut que j'aille courir 20 km, puis j'ai jamais fait ça. Même si avant, je courais comme 16, 18, c'est quand même mentalement, c'était un jump, là, où quand je devais faire des tempos pour la première fois, mon Dieu, j'haïssais ça. Puis j'haïs encore... Ben, j'aime moins ça. J'aime de plus en plus ça. Ouais. Parce que c'est de plus en plus confortable. J'apprends, tu sais, j'apprends à être confortable dans l'inconfortable. Ouais. Mais c'est sûr que quand je vois un entraînement sur piste avec des intervalles ou des pyramides ou whatever, je suis comme « yay! » Ouais. Maintenant, tu vois, là, maintenant, quand je vois un entraînement de piste, je suis comme « yay! » Ouais. T'es plus blasé. Mais quand je m'en vais sur la route, je suis encore yé. Fait que on dirait que le fait d'avoir... La variété, l'option de je peux faire mes intervalles sur la route, tu sais, je voyais jamais ça comme une possibilité avant. Maintenant, je dis ça l'est. Fait que, tu sais, je me fais des... tu sais, je marque, j'ai comme des routes précises dans mon coin où j'habite. Puis je me mets des sprays, tu sais, calculés. Mais le fait de progressivement monter vers des longues distances, ça a pris quand même 3 ans, tu sais, si on compte que j'ai commencé peut-être en 2015. Au début, mes entraînements étaient courts. Oui, je m'entraînais pour le 10 km, mais c'est sûr que plus tu augmentes ton volume d'effort, plus tu vas t'améliorer. Fait que je pense que le fait, pour quelqu'un qui veut faire la même chose, le même move, de passer à 5, 10, demi, whatever, marathon, je pense que ça serait intelligent de le faire sur plusieurs années, simplement parce que t'as moins de risque de blessure, moi c'est même que je le vois, là. Mais le fait aussi de pas avoir une écart en titre, tu sais, t'as pas besoin de faire un PB dans un an, tu sais, peut-être que prendre un an de progression va faire ta deuxième année encore meilleure, tu sais. Fait que je pense que j'avais un bon coach, de un, quelqu'un qui savait un peu qu'est-ce qu'il faisait. Claude, il avait jamais coaché en haut de 5-10 km. Fait que lui aussi, tu sais, il apprenait autant à coacher pour un demi puis un marathon. Puis moi, j'apprenais à comprendre l'effort sur des plus longues distances. Fait que ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris... tu sais, même encore là, je l'apprends. Ouais, encore en apprentissage, malgré avoir gagné le marathon de Montréal, un 2,39. Ouais, non, c'est vrai, on est toujours en apprentissage. Tu sais, des tempos de... Je pense que quand quand je m'entraînais pour le marathon de Montréal, la plus longue distance que j'avais fait, c'était comme 32 km, 33. OK. Même ça, tu sais, je les ai fait peut-être 2 fois, là. Ouais, ça a dû fesser. C'était... Ouais, c'est ça. T'sais, après 35, j'étais comme, OK... Ouais, j'ai pas pogné le mur, mais je comprenais là, OK, il aurait fallu que j'aille plus d'entraînement, mais le but c'était de le faire. J'avais fixé un temps, puis on avait réussi à atteindre l'objectif. Mais je pense que, tu sais, même maintenant, j'apprends de plus en plus mes tempos. Il n'avait jamais été plus long que, mettons, 40-50 minutes. Maintenant, ben, c'est la normalité, tu sais. Fait encore là, je pense que la progression, ben, c'est pas sur une année, c'est vraiment là, à long terme. Ouais, fait que dans le fond, c'est ton conseil, tu donnerais à quelqu'un qui veut, c'est ça, transitionner, ben, même si c'est quelqu'un qui vient pas du demi-fond, même n'importe qui veut faire un marathon, ben,
c'est d'aller progressif. C'est difficile. C'est difficile si tu le fais en une année. Moi, c'est juste ça que... C'est difficile et dangereux. Ouais, c'est ça. C'est difficile physiquement et mentalement. Je suis pas plus fatiguée maintenant que je l'étais à l'université parce que je fais des plus longues distances. C'est un effort différent. Mais le fait de... Ton chat, il massacre la porte. Le fait de vraiment... tu sais, de dire j'aime les tempos, j'aime les intervalles. C'est tellement deux mondes différents. Avant, je faisais des entraînements tellement plus rapides que maintenant. Mais un effort de vitesse, ça veut pas dire que l'un était plus difficile que l'autre parce que j'allais plus vite pendant plus court. Ouais. Peut-être que je touchais plus à le côté lactique, là, évidemment, pour le 800 mètres, même pour le 1500. Fait que, tu sais, c'est juste deux mondes différents. Puis, je pense pas que je retournerais à faire du 800-1500 mètres, là, parce que à 30 ans, tu en fumes quasiment plus. Ben non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est les deux, autant long que court, c'est deux belles distances. Oui. Puis c'est ça, puis là, finalement, de la transition, c'est quand même bien fait, je pense, même si c'était pas facile, mais tu sais, ça s'est quand même bien fait. Puis c'était quoi un peu ton sentiment après Montréal? Comment tu te sentais? Puis, ouais. Ouais, Montréal, je pense que le fait que ça avait été un marathon a beaucoup attiré les médias, puis les gens, puis... Tu sais, même toi, tu l'as fait l'année passée. Puis moi, j'ai même pas gagné, mais tu sais, ils en ont parlé. Québécois, tu sais. Ça démontre un peu... Tu sais, les gens, oui, ils aiment la piste. Quand ils regardent les Jeux olympiques, tu sais, c'est le fun de voir un Québécois, un Canadien performer. Mais c'est le marathon. Mais quand c'est le marathon, les gens sont comme... sont comme fébriles. Il y a comme une histoire derrière. Ouais. Puis... Peut-être aussi la distance, tu sais, c'est long. Ouais. Ils savent, les gens qui l'ont fait, ils peuvent se relier à ça beaucoup plus parce qu'il y a plus de monde qui a fait de marathon que de 800-1500 mètres, là, on va se le dire. Puis je pense que ces gens-là, ils se disent hey, « ouais, c'est dur le marathon », puis ils comprennent un peu la douleur dans laquelle tu es. Ils réussissent à mieux connecter. Là, à mieux connecter, oui. Fait que quand ils te voient, tu sais, comme j'avais mes parents qui étaient venus me voir courir, puis ça faisait comme 4 ans ou 5 ans, ils m'avaient pas vu courir parce que j'étais partie aux États-Unis. Puis, tu sais, mes parents pleuraient. J'ai jamais vu mes parents pleurer, tu sais. Ma sœur était là. Tous les gens proches de moi, ils pouvaient me voir courir. Puis le fait que ça soit à Montréal, tu sais, il y a des gens qui te connaissent un peu. Ils trouvent ça le fun que tu fasses un bon temps. Puis je pense que ça faisait longtemps, à ce moment-là, en 2016, qu'une Canadienne montréalaise avait pas fait un temps rapide de même au Marathon de Montréal. Fait que c'était intéressant, tu sais, les gens pouvaient en parler. Puis quand d'avoir comme eu toute cette attention-là, je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je me disais que déjà, le fait pour moi de courir, c'était extraordinaire. C'était mon premier marathon. Puis j'avais choisi Montréal parce que, bon, il y avait une bonne bourse, hein, d'un. Si j'arrivais pas à le terminer, j'étais à Montréal, je pourrais venir à pied chez nous. Ça, c'était le point 2. Ça, je dis à Claude, je dis, à un moment donné, si je décide de dropper, je vais savoir... Tu sais, en plus, je l'avais regardé la map, puis je m'étais comme mis 2 points. OK, fait que t'étais vraiment incertaine, là. T'avais mis... C'était vraiment... J'étais préparée. OK, ouais. Fait que ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Mais là, ils savent. Mais non, c'était pas le plus beau marathon, honnêtement. Là. Il y avait comme beaucoup de construction à ce moment-là. Il y avait des coins de rue qu'il y avait comme pas un chat. Fait que ça, surtout vers la fin, il y avait vraiment pas de personne. À un moment donné, j'avais vu Mélanie vers la fin, puis il y avait juste elle. J'étais comme « wow! » Merci, Mélanie! Avec John. J'avais Claude qui était comme quelque part en vélo derrière moi parce qu'il devait l'aider les autres filles. Fait que c'était le fun d'avoir toute cette communauté-là, tu sais, pour un premier marathon. Non, ça, je pense aussi que c'est tellement populaire parce que, tu sais, tout le monde se regroupe autour de ça, puis il y a quelque chose d'émotif à la fin. Oui, c'est ça. On dirait que quand tu cours un marathon, vu que le fait que ça soit super long, t'as le goût de pleurer après parce que t'es content de l'avoir terminé. Mais les gens qui t'ont regardé sont comme émus pour toi, sont comme « wow! » Puis t'as mis tellement de temps pour ça. Là, aussi, l'entraînement de marathon, là, c'est... Selon moi, c'est plus dur quand même que du 1500, du 3000, du 5000.
en termes de, en tout cas, le temps, la durée des entraînements, Ouais. le millage qu'il faut faire. C'est ça, je dis pas qu'ils sont pas bons, je dis juste que l'entraînement marathon, moi, j'ai senti la différence, je sens que oui, c'est plus rough. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé aussi que l'entraînement du marathon était plus difficile que la course quasiment. Mhm. Peut-être pas dans les 3 derniers kilomètres de la course, Que la mais course, comme les... Ah, que la course que elle-même. le marathon Oui. elle-même. Ok. Ouais. Mais c'est dur à dire encore. Oh non, Mais moi, je suis d'accord avec toi. tout le temps, tu sais, c'est ça. En tout cas, moi, quand je cours le marathon, puis, tu sais, mettons, t'as comme un moment de faiblesse, de goût de Ouais. ralentir. Je me disais, toutes les semaines que j'ai faites les maudites longues Exactement, sorties, oui. les tempos, tu ralentis pas maintenant. Non, Mais, oui. tu sais, veux pas, il y a ce sentiment-là que, que toutes les semaines que t'as couru, t'as été strict avec OK, je sortirai pas, OK, je me couche tôt, OK, je fais rien. Toutes les... Tu sais, c'est pas des sacrifices, c'est toi qui as décidé de les faire, des compromis. Oui, c'est un sacrifice. Tu sacrifies autre chose pour ton Compromis. sommeil, pour... Ouais. Ben, c'est un compromis qui inclut des sacrifices. Ouais. En tout cas, moi c'est la... Mais oui. Mais c'est le fait, c'est ça. Tu penses à toutes ces choses-là. Fait que d'avoir, Ouais. quand tu arrives à la ligne d'arrivée, c'est. Je pense que le sentiment de finir un marathon avec l'objectif que tu t'es créé, pour moi, c'est la plus belle course que toutes les autres courses que j'ai faites. Oui. Non, puis c'est ça. Souvent, les gens ont l'impression, le marathon, c'est tout mental, mais c'est tout mental dans la journée même. Tu sais, lui, un gros mental. Mais honnêtement, là, 90-80% du marathon, c'est tout l'entraînement que tu as fait avant. Ouais. Puis tu sais, c'est oui ton mental, c'est ton La mental d'avoir préparation continué. mentale, d'avoir continué, c'est ça. Ben c'est ça, d'avoir continué, d'avoir fait tes entraînements Ouais. à chaque fois, tu sais, si t'étais malade, tu prends un peu de temps off, mais tu sais, la constance, tu sais, La constance, de toujours être là à chaque semaine pendant, tu sais, le build-up, ça peut être 6 mois, là, des fois, là, Mm-hmm. que tu penses juste à ça. Puis c'est dur, moi je trouve que c'est dur parce qu'on aime tous la variété à un certain niveau, tu sais, on aime, tu sais, là, moi, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de course, là, j'ai hâte à mon demi-marathon qui s'en vient, là. Ouais. Puis, tu sais, là, je le sens, là, je suis comme, des fois, je cours, je suis comme, pourquoi que je cours? Ah oui, j'ai la course là, mais tu sais, C'est ça. puis j'ai besoin du demi-marathon que j'ai là avant Rotterdam en début avril, parce que sinon, là, je virerais fou, là, de pas... De juste t'entraîner. C'est ça, de juste m'entraîner, mais c'est ça te prend tout cet entraînement-là qui va entraîner ton mental, tu sais, Ouais. c'est physique et mental. Beaucoup, oui. Puis non, mais définitivement, puis je pense que c'est pour ça, c'est ça que c'est tellement une expérience un peu émotive. C'est ça. Différentes. Ouais. C'est des sensations différentes que tu vas éprouver, mettons, sur un 5, un 10 ou même un demi. Là. Les gens qui ont la chance de faire un marathon, je pense qu'ils vont réaliser dans quoi ils s'embarquent. Là. Ouais, puis c'est ça, c'est important qu'ils réalisent, parce que tout le temps, tu sais, moi-même, j'ai fait l'erreur, tu sais, je cours, puis là, je vais faire un marathon, tu sais, puis j'étais pas entraîné pour, tu sais, puis tu le Ok. sens après, mais c'est ça, c'est quand même important d'être progressif, comme tu dis. Comme tu Ouais, dis dans ton comme tu as dit, conseil. il y a le après du marathon. C'est ça, l'après que, du... que les gens savent pas trop dans quel état que tu vas te retrouver, même Ouais. toi. Ouais, puis c'est ça, puis l'après du marathon, il est moins pire si tu t'es... Bien préparé. C'est ça, Ouais. c'est ça. Là, je vais aller avec une autre question du public. Ouais. On avait Rémi Mathieu Brault qui voulait en savoir un peu davantage. C'est quoi l'équipement spécifique que tu utilises en hiver? Parce que dans le fond, ben nous on a de l'hiver. Et donc, Ouais, notre qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'habilles? Souliers? Ouais, ben je suis chanceuse parce que je dis que je suis chanceuse, mais vraiment chanceuse parce que j'ai beaucoup de commanditaires qui me supportent. L'hiver, j'utilise principalement mon commanditaire Skechers pour les souliers. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir un type de soulier particulier pour courir l'hiver. Moi non plus. D'accord avec toi. Tu sais, peut-être au niveau de la surface, mettons de la neige ou... Ben, moi, je cours pas sur de la glace, là. Fait que si tu veux courir sur de la glace, peut-être mettre des spikes ou quelque chose. Mais, tu sais, l'hiver, il fait froid, dépendamment des journées. Il va peut-être avoir de la slush. Fait que moi, je focus sur le bas. Quand je mets un bon bas, je peux courir longtemps. Peu importe le soulier. Les bas, je porte Compress Sport. Mais les bas que je porte durant l'hiver, c'est la laine de Merino. Ouais. Des bas épais, laine de Merino.
tu respires. J'ai une mauvaise circulation, fait que j'ai pas le choix. Mes pieds sont toujours froids, mes mains sont froides. Ben c'est ça, souvent les coureurs, c'est pas tant un problème les pieds, mais c'est ça, il y en a certains qui oui. Les mains, oui. Il y en a qui ont peut-être le problème de Raynaud, le syndrome de Raynaud. Moi, je l'ai pas, mais j'ai une mauvaise circulation. Fait que tous les gears, les équipements, ben l'hiver, je priorise Lululemon. Ouais. J'aime mieux payer un bon prix. Puis surtout, j'essaie d'aller avec des compagnies canadiennes, montréalaises, pour encourager d'où on vient. Ouais. Puis je vois la différence avec le type de vêtements que je vais porter. Mais j'y vais avec les couches, les layers. C'est ça, les layers, c'est toujours ça qu'on dit. Ouais. Plus le moins est élevé, plus il y a de layers. Ouais. Fait que, mettons, aujourd'hui, il fait à peu près moins 20 $. Bon, ben, je vais avoir 3 layers. Je vais avoir peut-être un t-shirt ou un tank top, tu sais, qui respire, là. Pas en coton, évidemment, mais en polyester ou autre type de tissu. Puis je vais avoir, après ça, un long manche. Encore là, ça peut être une veste comme ça ou ça peut être quelque chose turtleneck. Puis après ça, j'ai un bon manteau qui soit coupe-vent. Idéalement coupe-vent, je pense, aux hivers québécois parce qu'il y a tout le temps un vent. Oui, à Montréal, on connaît ça. Ouais, entre les buildings. Mais sinon, c'est ça. Mettons que quand il fait moins 20, moins 30, même moins 40, c'est sûr j'ai 3 layers. Ouais. Tu vas quand même dehors. Tu vas... Ouais. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce que tu fais du tapis des fois, là? Ouais. Quand il fait moins 40, j'aime pas ça courir sur le tapis. Moi non plus. Mais quand il fait moins 40, puis je dois prioriser, mettons, ma santé, parce que veux pas, tu peux avoir des gels ou... non, ça peut être dangereux. Ta respiration, même avec un cache-cou, tu sais, tu vas avoir de l'air frais dans tes poumons, puis c'est pas nécessairement une bonne chose là, à long terme. Fait que s'il fait moins 40, moins 30, je vais peut-être splitter ma run en 2, essayer d'en faire le plus possible à l'extérieur, puis aller sur le tapis. Moi, j'habite à côté du complexe Guy Favreau, fait que je peux aller faire du tapis là-bas. Mais quand il fait comme aujourd'hui, tu sais, je vais rien changer à mon entraînement, là. Je vais juste avoir les vêtements les plus chauds que j'ai, des bonnes mitaines, cache-cou. J'essaie de porter une tuque quand il fait froid comme ça parce que, bon, ta tête, elle perd beaucoup de chaleur. Mais sinon, tu sais, quand t'es bien habillé durant l'hiver, tu remarques pas qu'il fait super froid, là. Mais ouais, c'est ça. Initialement, t'as un petit choc quand tu sors, mais après ça, après 2 minutes, là, déjà, là, t'es réchauffé, puis... Ouais, tu le sais que t'as pas les bons vêtements, si après 10 minutes, t'as froid, là. Ouais, puis froid, là. Puis tu sais que t'as pas les bons vêtements si tu sors, puis t'as pas froid. Tu sais, ben que t'es comme parfait, là, tu sais. Faut quand même que t'aies un peu frisquet, paf, tu pars. Parce que sinon, tu vas suer, tu sais. C'est ça. Puis suer extrêmement durant 1 heure, c'est pas nécessairement la bonne chose parce que tu vas avoir frais. Après ça, c'est ça. Froid. Oui. C'est tricky. Je pense que les gens qui commencent à courir, ils pourraient peut-être faire l'essai de justement de la règle du 5-10 minutes, comme je viens de parler, du chaud, du froid, là, puis d'augmenter graduellement leur temps de course à pied à l'extérieur. Mais je pense aussi que c'est important de se faire... moi, je fais beaucoup de out and back durant l'hiver parce que s'il fait super froid, ben j'aime mieux, tu sais, faire 30 minutes dans un sens puis me retourner sur mon bout de chemin après quand je sais que je suis proche ou faire des loops. Mettons, j'ai une loupe de 5 km proche de chez nous. Ben, à un moment donné, si c'est trop froid, ben, je peux aller sur un tapis ou, je sais pas, t'as besoin d'aller aux toilettes ou t'as besoin de changer de mitaine ou de bas, tu sais, au moins t'es proche de chez toi. Oui. Oui, non, c'est ça. Puis moi, si je peux aller de mes conseils à moi, c'est ça, c'est pas mal dans le même sens que tu dis. Souvent, c'est des différentes épaisseurs. Puis comme tu dis, les extrémités. Les extrémités sont importantes, C'est ça, moi. Puis c'est surtout chez les coureurs, plus tu cours, plus ton corps s'habitue à tout envoyer ton sang aux jambes. Ouais. Fait que le sang dans les mains, il est pas important. Ton corps, il apprend ça. Ouais. Donc, t'en as pas beaucoup. Puis déjà là que j'avais les... Tu sais, je sais pas, je me souviens pas dans le passé si j'avais mes freineuses, mais je le sais aujourd'hui. Puis je pense que la grosse majorité des coureurs, c'est rare les coureurs qui ont pas froid aux mains. C'est ça, c'est les mains, tu vas avoir froid en premier. Donc, c'est d'avoir des bons gants. Ou moi, ce que je fais des fois, je mets des plus petits gants, mais j'ai des longues manches. Fait que je les mets dans mes manches des fois. Ouais. C'est ce que je fais. Prioriser, moi j'ai appris ça avec le temps. Prioriser, au lieu d'avoir les gants,
mets des mitaines pour les doigts ensemble parce que ça se réchauffe plus rapidement. Ouais, où tu les mets, tu les rentres, tu sais, t'as comme les petits doigts qui, Ouais, qui sont vides, tu fais juste ça. te mettre en point à un moment donné quand t'as froid. De garder, c'est ça, de garder les points ensemble. Ouais. Mais, tu sais, ça serait plate de courir tout un hiver sur un tapis roulant quand on a des beaux paysages de neige, là. Non, c'est ça, puis tu sais, il y a beaucoup de monde que, comme par exemple à Québec, mettons Charles Févert-Thibodeau, hier, il me disait... ouais, je suis habitué de faire mes entraînements sur le tapis parce qu'à Québec, mais il y a nulle part où courir. Puis tu sais, si on a cette Ils ont chance-là... peut-être plus de neige que nous. Ben, t'sais. c'est ça, puis il y a comme... C'est peut-être qu'il y a de la neige pour les autos, mais en tout cas, ça a l'air pour les coureurs, c'est pas idéal. Fait que c'est ça, il me disait, ils font beaucoup de leur entraînement sur tapis, ce que moi, j'aurais de la misère parce que moi, 20 minutes, je suis plus capable. Mais c'est ça, fait qu'on est quand même chanceux, puis c'est ça, courir, même en hiver, beaucoup de monde, au début, t'as pas la conception que c'est faisable, mais tu le fais, puis tu réalises, c'est à peu près comme en été, comme tu vas sur la montagne, le Mont-Royal, la neige, il tape ça, puis honnêtement, c'est mieux qu'en été, quasiment, parce que c'est un peu plus mou, fait que ça pardonne vraiment. Faut juste, des fois, mettons que s'il y a plus, là, ça gèle, fait que là, ça, tu peux laisser tomber. Je pense que l'hiver, on est plus attentif, on regarde plus la météo, là. Tu sais, si, mettons, tu dois déplacer des entraînements ou alterner des entraînements, mettons, comme moi, cette semaine, j'ai alterné, je devais faire un entraînement de piste mardi, mais je l'ai changé pour aujourd'hui parce que je savais qu'elle allait faire plus froid. Fait que mardi, quand je faisais mon tempo, il faisait comme, tu sais, -1 le matin, c'était super. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense qu'on est quand même chanceux d'avoir des hivers parce que s'entraîner à la même température à l'année longue, c'est pas nécessairement aussi la meilleure solution. Moi, c'est le même que je le vois. Ouais, moi, je dirais pas non avoir du 10 toute l'année, là, mais... Non, évidemment. Mais c'est sûr, c'est faisable. On est chanceux, à Montréal, c'est faisable. Tu sais, t'es pas comme... je sais pas, à Québec. Peut-être c'est faisable à certains endroits, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est pas idéal. Mais c'est ça, à Montréal, tu sais, faut trouver les endroits, faut demander un peu autour. Tu trouves tes parcours. Tu regardes sur Strava, peut-être. Tu trouves tes parcours, tu trouves tes loops. Moi, j'ai des loops pour l'hiver, j'ai des parcours pour l'été. C'est ça, ouais. Puis, tu sais, quand je vois une belle neige tomber, puis, mettons, il y a un petit coussin au sol, je me dis, hey, j'ai moins d'impact. Tu sais, j'essaie de regarder le côté positif toujours de l'hiver. C'est sûr qu'on n'est pas toujours positif, malheureusement. Mettons quand c'est de la slush. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais je trouve que, tu sais, quand tu finis mettons, une longue sortie de 2 heures dans le -20, là, t'es fier. Tu sais, pas juste le fait d'avoir fait 2 heures, mais le fait d'avoir enduré le froid pendant 2 heures de temps. Ouais, non, définitivement. Puis c'est ça, puis comme tu disais pour les souliers, je sais qu'il y en a qui aiment d'avoir des clous, des crampons, mais personnellement, moi j'ai trouvé que si t'es pas sur de la glace, comme tu dis, c'est de la neige qui est bien aplatie, t'en as pas besoin. Non, pas nécessairement. C'est ça, fait que c'est tout de savoir, dans le fond, la plus grosse job, selon moi, c'est de savoir les endroits où tu peux aller courir. Ouais, puis de courir avec des gens, tu sais, quand il fait très froid, c'est plus, c'est warmer quand t'es avec un groupe, tu regardes pas le temps, ça passe plus vite. Clairement. T'as besoin d'une paire de gants, l'autre personne a les mains en sueur, t'as le passe, tu sais, il y a plein de choses intéressantes à changer durant l'hiver pour réussir à faire tout son entraînement, là. Comme moi, quand je joins votre groupe le samedi. Ouais, non, c'est ça, ça fait une grosse différence, surtout c'est ça, quand la température n'est pas clémente. Quand tu as un gros entraînement, ben juste, même si tu n'as personne avec toi pour le faire exactement à ta vitesse, juste d'avoir quelqu'un, tu rejoins un groupe, puis tu fais le début un peu, puis tu te rejoins. Mais je pense pas qu'il y ait des, tu sais, comme on parlait de brand, d'équipements spécifiques, je pense que, tu sais, on a tellement, tu sais, il y a Saucony, il y a plein de sortes de brand que tu peux avoir la même qualité de type de vêtements pour l'hiver. C'est juste que toi, tu dois trouver c'est quelle couche que tu aimes le plus. Ouais, puis qu'est-ce qui est confortable pour toi. C'est ça. Ouais. Puis un conseil pour les hommes, ça s'adresse aux hommes. Faites attention, faites pas cette erreur-là. Quand c'est en bas de -10 ou -15, assurez-vous d'avoir assez de couches de sous-vêtements. Parce que sinon, vous la prenez à la dure. Et ça fait mal. Donc, ça, un conseil à ne pas négliger.
Dans le fond, là, il faut bientôt qu'on aille courir. Donc, je vais aller... Il y a d'autres questions que je vais te poser, mais on les fera un autre épisode. De toute façon, t'habites à côté. C'est ça. Un autre épisode dans le temps. Mais dans le fond, je voulais savoir, c'est quoi tes plans prochainement? C'est quoi tes je devais faire Houston dimanche. Ouais. J'ai comme été malade pendant un bon 2 semaines, je dirais. 10 jours. Fait que j'ai pas pu vraiment m'entraîner durant ces journées-là. Fait qu'avec ma coach, on a décidé d'enlever Houston pour le demi-marathon puis de faire New York en mars. C'est pas le parcours le plus plat, fait que le plan change, mais la distance change pas. Puis après ça, pour le restant de l'année, ça va être d'aller chercher un meilleur temps aux 10 km. Donc le but, c'est d'aller en bas de 34 minutes sur route. Puis, en automne, je vais faire le marathon de Chicago. OK. Donc, ça, c'est comme un peu... Fait que c'est ça, tu mets un peu de variété, des petits objectifs sur le chemin. Puis là, le gros objectif, ça va être Chicago, ça va être descendre ton temps, dans le fond. Est-ce que tu as un temps en tête ou ça va être plus décidé plus quand le temps s'approchera? Ouais, je pense qu'avec l'année 2018 que j'ai eue, c'était pas ma meilleure année. D'avoir fait 2,39 à Berlin, c'était déjà comme une surprise un peu. Là. C'était mon objectif de faire en bas de 2h40, mais de le réussir, c'est toujours... C'est une grosse barrière. C'est ça, de réussir, c'est une autre chose. Surtout avec l'entraînement que j'avais, c'était pas le meilleur entraînement. Là. Parce que t'étais blessé ou... Ouais, j'ai comme été blessée. Ou t'as eu ton anémie aussi. J'ai eu mon anémie. Ouais, ça aide pas pantoute. Blessée physiquement, chimiquement, c'était pas la meilleure année. Ouais. Mais t'as réussi quand même à te sortir un 2,39, fait qui sait... Faut rester positif. Mais aussi, qui sait, si malgré toutes ces contraintes-là, t'as réussi à sortir ça, qui sait, avec une... Tu sais, si tu réussis à rester en santé, tout ça... C'est ça l'objectif cette année, même si j'ai commencé l'année malade, ça veut pas dire que ça va être une mauvaise année, là, faut jamais se dire ça. Non, je veux vraiment baisser mon temps sur 10 km. J'avais l'intention de le faire l'année passée, c'est pas arrivé. Fait que j'ai cet objectif-là en tête. Puis ma coach Nicole est vraiment positive. On a vraiment un bon plan d'attaque. Fait qu'on a visé comme plusieurs compétitions. On va décider bientôt lesquelles. Puis après ça, de voir justement... OK, si tu réussis ou vers quoi on s'enligne. Mais ça ne change pas le fait que je vais faire un marathon en automne. Puis c'est ça, on va voir l'objectif qu'on se fixe. C'est sûr que l'objectif, la big picture, c'est d'aller faire un standard quasiment olympique. Peut-être pas cette année, mais proche de début de l'année prochaine. Ouais. Tokyo. Tokyo. Comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Tokyo 2020. Ouais. Pourquoi pas, tu sais. Je pense que d'avoir des gros objectifs, c'est pas nécessairement effrayant, mais c'est plutôt excitant. Puis, tu sais, le fait qu'on n'y arrive pas, ça veut pas dire que c'est une défaite, mais ça veut juste le dire que t'as essayé. Ben, c'est ça. Puis il y en a toujours plein d'autres après ça, tu sais, des compétitions. C'est facile d'avoir des réussites si ton objectif était facilement atteignable, mais là, quand t'as un gros objectif, même si tu l'atteins pas, mais c'est juste de s'être rapproché en soi, c'est un succès. Ouais. Mais en tout cas, on te souhaite du succès. À tes prochaines courses, à ton 10 km, ton marathon. Toi aussi, ton marathon à Miami. Merci, oui, ça s'en vient. Prochain week-end. Bien hâte. Puis c'est ça, merci d'être déplacé. Puis c'est ça, là, on s'en va courir un bon petit 6 à 8 km. Puis moi, je vais en rajouter une petite couche après. C'est bon. Super. Au revoir. Et aussi, dans le fond, j'invite tous nos auditeurs, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à partager, à en parler à vos amis. Et abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Merci. Au revoir.